Ouattara ne peut pas prendre de décision. Donc si Ouattara va en France avant de prendre une décision, est-ce que les gens de RSDP sont des maudits? Est-ce que les gens de RSDP sont idiots? Il ne s'agit pas de Gbagbo Laurent. Il ne s'agit pas de Tidiane Thiam. Il ne s'agit pas de Soroguem, encore moins de Blé Goudé. Mais il s'agit de votre vie à vous. La vie maintenant et la vie future. Il s'agit de l'avenir de vos enfants. Il s'agit de la suite logique de la vie de l'État. Quand quelqu'un dit « j'ai un PhD », il a 83 ans. Alors, et puis, on voit ça. C'est la question qu'on doit se poser. Non, une seconde. Alors donc, ça c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut quelque chose à laquelle nous devons faire attention. Aïe. Alors, pourquoi il va en France alors? Pour qu'il soit candidat, est-ce que le RHDP, honnêtement, objectivement, rationnellement, moralement, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, est-ce que le RHDP ne peut pas se poser des questions, vraiment des questions de base? Vous savez, il y a des gens que le RHDP a choisi pour les faire miroiter sur les plateaux de télévision, pour tenter de faire la pédagogie aux Ivoiriens en leur expliquant l'inexplicable, en essayant de défendre l'indéfendable. Première question. Donc, ne vous en faites pas, l'actualité est dense, hein. J'espère que je pourrai vous donner le maximum aujourd'hui. Moi, on commence à la Côte d'Ivoire. Alors, première question. Question fondamentale, question simple. Si la Constitution, selon eux, donne droit à Ouattara d'être candidat de 4e fois, pourquoi chaque fois doit-il aller en France pour chercher à déjeuner forcément avec Macron avant d'annoncer sa candidature? Je ne suis pas au courant de tout, mais il paraîtrait que Macron ne veut pas le recevoir, mais ce n'est pas tout. Macron aujourd'hui ne peut plus porter Ouattara sur sa tête. La France est en faillite. Faillite économique, décadence morale. Et la faillite de la France aujourd'hui n'est pas une faillite comme ça. Cette faillite, c'est l'économie française autant pour moi. La France est l'État le plus endetté de l'Union européenne. Et la France n'est plus en mesure de payer sa dette. Et comment on appelle ça, les maisons de notation là, sont en train d'envoyer le signal. Pour le moment, ils mettent la pression pour ne pas que les notations dégringolent. Ils font tout pour maintenir le flou et les Français le savent. Je n'ai pas fini. Pendant ce temps, les Américains ont constaté, et ils le savaient depuis l'époque de Joe Biden, que l'Europe ne peut pas, en aucun moment, en tout cas, pas dans les 50 années à venir ou les 100 ans à venir, l'Europe ne peut pas se libérer du gaz russe. Ce n'est pas possible. Ils ont besoin de ça. Merci beaucoup, Prudence. Woody et puis Bloomberg. Donc, l'Europe, il passe dans le dos. On veut que nous, Africains, on coupe toute relation avec la Russie. Mais eux, ils prennent les sanctions et puis ils disent, ici, la sanction ne peut pas arriver là-bas. On dit pourquoi? Ils disent, on ne peut pas accepter ça. Donc, pendant tout ce qu'ils font, ils continuent d'acheter le gaz russe. On dit aux Africains, non, vous ne pouvez pas. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont payé des maudits, appelés journalistes, chez eux, qui vendent des narratifs. Dieu merci aux réseaux sociaux. Dieu merci à Facebook, à YouTube et aux autres plateformes des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut démonter
tous ces mensonges, pièce par pièce, du début à la fin. Je n'ai pas encore fini à la française. Alassane Ouattara a dit devant le monde que c'est lui qui a aidé. Hey, là où j'arrive, là, c'est grave, les gars. Hey, subhanallah. Attends, j'ai un peu mal à la tête d'abord. Alassane Ouattara dit, c'est lui qui a fait le plan pour relever l'économie. De quel pays là? Vous pouvez écrire le nom du pays, s'il vous plaît. Il y a un pays asiatique. Ouattara dit, c'est lui qui a élaboré leur plan de relance économique. Il y a un pays asiatique. Écrivez le nom si vous connaissez, je vous en prie. Écrivez. Bon, comme on est pressé, moi je vais aller vite. D'accord? C'est le Japon. Alassane Ouattara dit, c'est lui qui a donné crédit et pas donné, on n'est pas encore arrivé. Vous sautez d'abord. C'est lui. Donne-moi une seconde, il faut que j'arrête ça vite. Pardon, faut arrêter ça, faut arrêter ça. Donne-moi une seconde. C'est quand vous avez trop d'applications dans votre chose, c'est ça le problème. Alors, Alassane Ouattara, permettez-moi, je vais revenir rapidement ici. Alassane Ouattara, où tu es, monsieur Ouattara, où tu es. Hey, subhanallah. Hey, j'espère si on va sauter rapidement. Je vais vous faire écouter quelque chose qui va vous surprendre. Et cette chose, c'est de la bouche de Ouattara lui-même qu'on nous avons appris ça. Donc, nous allons vous faire écouter ça rapidement. Voilà, attends. Permettez-moi rapidement de vous faire écouter ça. Moi, j'ai regardé ça, je suis resté tranquille. Merci beaucoup, ça le Japon. Non, je vais vous faire écouter quelque chose sur le Japon pour que vous compreniez bien ce qui est en danger et comment. C'est pas vrai, c'est voilà. Attendez, ça c'est. Alors, le Japon aujourd'hui est surendetté. Le Japon aujourd'hui est surendetté. Le Japon ne peut plus payer sa dette. Et Ouattara dit, c'est lui qui a, comment vous dites, c'est lui qui a proposé, mais qui a fait quoi, le plan de relance économique du Japon. Et les Japonais se sont rendus compte que les Américains les ont doublés sur toute la ligne. Et aujourd'hui, il y a une crise au Japon qui ne dit pas son nom. Qui, je crois, ça a déjà commencé. C'est pourquoi les Japonais ont dit, votre affaire des sanctions à la Russie, là, ça entre vous, nous, on rentre plus dedans. D'accord? Donc, les Japonais, ils ont signé un gros contrat de distribution de pétrole, je crois, pétrole et gaz au Japon. Avec la Russie, je veux dire. Et le Japon dit, on ne se sent pas concerné par ce que vous faites, parce que nous avons ici un problème beaucoup plus compliqué. Alors, le Japon, parce que le Japon prêtait l'argent aux gens avec un taux zéro. Un taux zéro. Donc, le pays a pris dette, et aujourd'hui, le Japon. Ne vous laissez pas berner par les belles maisons, les rues éclairées, les voitures qui sortent chaque année. Non. C'est là parce qu'un pays endetté que ces choses vont s'arrêter. Mais c'est comment ça va finir qui est important. Aujourd'hui, le Japon ne peut plus s'endetter. C'est devenu compliqué. Alors, comme c'est un peuple résilient, c'est un peuple déterminé, forcément, ils vont trouver une solution. Mais, pourquoi je parle du Japon? Je parle du Japon parce que le menteur criminel voleur présent qui est en Côte d'Ivoire, il dit c'est lui qui a écrit, ou du moins qui a proposé la restructuration du Japon. Alors, si tel est le cas, si le Japon est en faillite, est-ce que ça vous étonne que la Côte d'Ivoire soit superbement endettée? Est-ce que c'est la malédiction d'Alassane Ouattara qui a mis le Japon à genoux? Si c'est lui, c'est que cette malédiction ivoirienne, j'invite les Ivoiriens, après mon direct, allez-y chercher à savoir ce qui se passe aujourd'hui au Japon. C'est votre brave qui dit qu'il les a aidés, non? Ce qu'il a fait au Japon, si réellement c'est vrai, alors,
ivoirien en entier pour la Côte d'Ivoire arrive. Alors, c'est pas tout. Je vais vous amener à écouter ceci. Bien, essayiste hors pair. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Vous posez votre téléphone. Ils vont pousser les Européens à ne pas appliquer les droits et les réglementations digitales dont les Américains devraient avoir à faire le Alors, défrait. ça c'est, enfin, un philosophe selon eux. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la situation de la France et de l'Europe. Je vais vous inviter à aller regarder. Peut-être qu'après, je vais voir si je peux partager. Allez-y, écoutez le monsieur. C'est là où vous vous rendez compte, vous posez la question. Nos chefs d'État qui vont s'humilier devant les présidents français, sont-ils maudits ou c'est l'Afrique qui est maudite? C'est là où vous vous rendez compte que ces gens-là ne sont rien. Ils ont mis en place quelque chose qu'on appelle la consommation du marché, les besoins du marché. Ils créent les besoins juste pour remplir leur poche. C'est pas ça? Mais il se trouve qu'aujourd'hui, nous qui courons pour aller chez eux là-bas, pour aller travailler, on ne va pas parce qu'ils sont plus beaux que nous, plus malins que nous, plus jolis que nous. On va pour des raisons. On s'est dit, il y a la liberté, il y a les droits de l'homme. Mieux, le salaire, et même quand on est balayeur de rue, le salaire est comme le salaire d'un directeur de société en Afrique. Donc le balayeur de rue qui prend le salaire, ouais, l'argent n'a pas d'honneur. Donc nous on va là-bas parce que le petit qu'on donne quand vous transformez en CFA, ça devient beaucoup. Alors, j'ai écouté le monsieur, mais l'Europe est quand? L'Europe est abattue. Ils n'ont rien. Alors la France c'est autre chose. Donc, c'est devant cette France ruinée. Macron a plus de problèmes à gérer aujourd'hui que l'entêtement de Ouattara voulait être président. Donc c'est devant une France ruinée, une France en décadence, que Alassane Ouattara prend l'argent des Ivoiriens pour aller, l'argent volé, mal acquis. Et Macky Sall fait la navette entre Macron et Ouattara. Juste, Ouattara aujourd'hui, Macron lui dit ce n'est pas possible. Macron lui dit je ne peux pas parce que nous-mêmes on est dans le feu aujourd'hui. Nous-mêmes on est dans le four aujourd'hui. Moi-même je sais même pas où mettre de la tête. Et toi tu viens me poser ton problème. Mais où est-ce qui est compliqué dedans là? Il faut pas être candidat, c'est tout trop quelqu'un d'autre. Alors vous commencez à comprendre la stratégie que je vous avais déployée la dernière fois. Ceux qui potentiellement pourraient être retenus, ceux qui ne pourraient pas être retenus. Et le fait que Ouattara aujourd'hui en France, le fait qu'il n'y va pas obtenir gain de cause, le fait qu'il n'aura pas ce qu'il croit avoir, le fait qu'il a tellement menti sur l'AES, on va faire fléchir l'AES, on va ramener l'AES. Aujourd'hui, l'Europe et certains pays ont compris que c'est fini. Affaire d'AES là, à Bana, il ne peut plus rien faire. Donc, et Ouattara, le mensonge qu'il a tenu, les fausses promesses, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas. Parce que beaucoup de pays regardaient la France. Mais, mieux, quand le Niger nationalise son uranium, le Burkina nationalise toutes ses ressources naturelles, le Mali nationalise son or et est en train de nationaliser les autres doucement, doucement. La France qui avait pris l'habitude de venir voler nos richesses à vil prix, voler nos richesses à 5%, 10%, voler nos richesses, les partager entre eux, voler nos richesses et corrompre l'élite politique dirigeante. Après les avoir corrompus, après les avoir engraissés, on sort derrière eux, notre argent qui est là-bas, qui a payé des résidences, des voitures, l'argent qui est dans leur compte, on choisit tout de suite 2, 3 organisations non gouvernementales, et puis on dit Transparency, on dit quoi la même là? On dit lutte contre corruption. Donc, l'argent qu'ils ont volé de nos caisses, pour déposer là-bas, automatiquement, les gens vont, et puis, donne-moi une seconde, je vais
rapidement ici. Permettez-moi de revenir là. Je vois, on va continuer. Alors, donc, l'argent volé a servi à quoi? L'argent volé a servi à quoi? A servi à financer leur développement. C'est pas ce que les gens vivent aujourd'hui. Dans un second. Alors donc, pour moi, c'est très clair. Pour moi, c'est très clair. Ouattara est allé pour aller négocier son 4e mandat. Mais il semble que les choses ne vont pas dans le sens souhaité. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, les 52 marabouts, ils sont partis pourquoi? Moi, je crois que, je ne vous ai pas dit que Ouattara attendait quelque chose de la part de ces 52 marabouts. Un feu vert. Il attend ce feu vert avant de se prononcer. Mais, donc maintenant, Ouattara, tu as pris l'argent des Ivoiriens, tu as fait partie 52 marabouts à la Mecque, pour aller faire des choses, pour que tu sois candidat. Il y a des gens qui ont été tués. Tu vas à Paris, croyant, parce que les gens vont lui dire, hey, Macron, il faut l'appeler, il ne peut pas dire non. Maintenant, Macron dit, niet. Il envoie Macky Sall pour faire la négociation. Macky dit, hey, moi, je suis parti. Patrice Talon, il vient de dire au revoir aux gens. Toi, au moins, de nous trois là, toi, au moins, tu as fait 15 ans. Nous, on a fait 10 ans, 10 ans. 15 ans, à ton âge, tu veux encore pouvoir, avec ton état de santé. Mais en réalité, quand nous regardons de près cette situation dans la Ouattara, moi, je suis convaincu que Ouattara est quelque part un peu pris en otage. En otage par qui? Par une poignée de personnes qui eux-mêmes mettent la pression sur son cercle restreint de quelques personnes. Il ne dépasse pas 5. Et cette pression est telle que quand vous regardez de près, toutes les planifications qu'ils avaient faites au départ, avec l'argent des Ivoiriens, ils croyaient Babou grillé fini. Ils croyaient le PDCI affaibli. Ils croyaient Guillaume Soro devenu fou, tué ou jeté en prison. Mais voilà trois personnes bien portantes, en pleine forme, et qui aujourd'hui se lèvent pour se donner la main pour lutter contre lui. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils ont fait venir des partenaires avec qui ils ont fait des investissements en Côte d'Ivoire. Et Ouattara, dans une seconde, et Ouattara sait, alors qu'est-ce que fait Ouattara? Les investisseurs sont venus, pas au nom de Ouattara forcément, mais ce sont certes les restants qui les a fait venir, c'est-à-dire Dominique, son fils David, Fotokobi, et d'autres personnes autour de lui. Donc, il y a cette relation-là qui est là. Alors, il laisse le pouvoir. Dans quelles conditions? Prenez l'exemple de la société pétrolière qui a été créée de toutes pièces avec ne serait-ce que, je crois, 10 ou 50 millions, n'est-ce pas, sans aucune expérience professionnelle, qui a été une société qui a été créée en quelques mois, et puis on donne à cette société le plus grand bloc pétrolier de Côte d'Ivoire. Je répète, une société créée de toutes pièces, avec un chiffre d'affaires de 50 millions, même pas 100 millions. Le plus gros gisement de pétrole, c'est à cette société-là qu'on confie. Et que fait la société? C'est la même chose que les Maliens ont fait sur le lithium malien, avant l'arrivée d'Assimi Goïta. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Entre eux, ils ont monté une société factice, une société fantoche, une société écran. Ils font passer devant le président, papa, tout de suite, l'agrément est donné. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il attend quelques mois, et puis après, il revend ça à une autre société, aux Canadiens. Il le revend aux Canadiens, qui eux aussi. Donc, dans Ouattara, c'est la même chose. Vous croyez que le bloc pétrolier, là,
Donc vous croyez que ça appartient à qui? Mais ça appartient à la famille Ouattara. Et quand vous dites, quand vous vous asseyez et puis vous réfléchissez, dans quelles conditions ces différents contrats ont été passés, ce n'est pas tout. Quand Ouattara est arrivé au pouvoir, voilà la bête noire dans la salle Ouattara. Voilà pourquoi Ouattara fera tout pour ne pas que Gbagbo soit candidat. Quand il est arrivé au pouvoir, c'est avec ça qu'on va tomber sur d'autres choses plus importantes. Ça, c'est important, mais il y en a encore des enjeux qui sont beaucoup plus colossaux. Ouattara a demandé à Kaba Niale, qui était à l'époque ministre délégué de l'économie et des finances. Et Ouattara était président de la République et ministre de l'économie et des finances. J'espère que les Ivoiriens se souviennent de ça, quand il était au Golfe. Après l'arrestation de Laurent Gbagbo, quand ils ont eu tous les leviers du pouvoir, il a demandé à Kaba Niale de casser pratiquement tous les contrats, même qui ont été passés comment on appelle ça, par appel d'offres, des contrats qui ne souffrent d'aucune contestation. Kaba Niale a tout cassé à la demande de Ouattara et les rétribué de gré à gré. Sa fille Catherine et son mari ont eu le port d'Abidjan. Ils ont partagé le gâteau. Hein. Tout le monde a eu pour le dedans. Tout le monde. Alors, quand vous arrivez au pouvoir, alors, comment... Putain, idiot là, si ça peut... Donne-moi, je vais enlever cette merde là ici. Là. Moi, je suis pas là pour vous. Tu vas pas te faire les dents. Alors, donc, Ouattara, je répète encore, hein, c'est Kaba Niale qui était ministre délégué. Elle a cassé pratiquement tous les contrats juteux de la Côte d'Ivoire. Et ce contrat-là respectait des critères qui étaient bien serrés dans l'intérêt de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, quand il est venu, il a tout cassé. Ils ont menti, ils ont tout cassé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont redistribué de gré à gré. Alors, il sait, Gbagbo candidat, il y a une forte probabilité qu'il gagne. Il gagne. Tous ces contrats qui ont été cassés et qui ont coûté des milliards à l'État de Côte d'Ivoire, qui ensuite ont été redistribués de gré à gré, mais les gens vont le regarder. Les gens vont chercher à savoir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.